Hello. Alors là, sur cette présentation, nous allons voir comment intégrer efficacement l'interactivité dans un projet événementiel. Je suis Nicolas Cloirec, je suis l'un des fondateurs de l'agence Bac à Sable, agence interactive entre Paris et Nantes. Donc une agence qui fait énormément de choses, on le verra vite fait tout à l'heure dans le domaine de l'interactivité. Mais aujourd'hui, le vrai sujet chez nous, ça va être l'événementiel. Alors, au programme, c'est super animations. Donc, on va essayer de faire un peu le tour de l'interactivité. Attention, j'en ferai pas une définition. Je suis pas là pour avoir la prétention de définir exactement ce que c'est le design d'interactivité. C'est très vaste. Je vais juste vous montrer ce que nous, on fait et les interventions à l'intérieur de ce domaine. On va surtout s'attarder sur nos chers amis chefs de projet avec qui on a l'habitude de travailler, les bons et les mauvais réflexes à ne pas avoir, les bons réflexes à avoir, et puis toutes les contraintes liées à l'interactivité dans l'événementiel. Et puis enfin, on s'attachera à des cas concrets. Alors, premièrement, l'interactivité. Alors, si je dis à mes amis, je suis designer interactif, ils me disent, c'est cool, tu fais des sites internet, tu es web designer. Alors, c'est une partie de mon métier, effectivement. On fait de l'ergonomie et de l'UX sur des sites internet, mais pas que. Si jamais moi, j'essaie de définir ce qu'est mon métier, et par rapport aux études que j'ai faites, je pourrais vous dire que je sais à peu près tout faire dans le numérique, ou en tous les cas que je peux faire tout et toucher à tout, ce qui n'est pas forcément très vrai. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne code plus. Mais par contre, je sais à peu près tout ce qu'il faut pour faire un projet numérique. Je sais causer et je sais parler aux personnes qui vont pouvoir m'aider dans ce domaine-là. Donc en gros, c'est là où je vais vous dire que chez Bac à Sable, nous, on a décidé de définir le design le design d'interactivité sur ce qu'on sait faire autour de 3 offres. Il y en a une, c'est l'UI UX, donc conception d'interface, ergonomie d'interface, centré utilisateur, pour de l'application, pour de l'intranet, pour du gros site internet. On ne fait pas de petits sites internet vitrine chez nous, sauf pour l'événementiel. De la conception d'interface progiciale et ainsi de suite. Donc on peut intervenir sur de la création de concepts pour une start-up qui a une idée. Donc, chez nous, on accompagne les idées des autres, en gros. Donc la création d'un projet numérique pour une start-up ou l'intervention sur des gros logiciels déjà existants, des mastodontes qu'il faut mettre au goût du jour. Et de l'événementiel interactif qu'on va voir aujourd'hui, et aussi de la data visualisation que vous pouvez voir dans la salle d'à côté. Quant à ma chère mamie, elle pense toujours que je fais de l'art plastique, mais pour moi, la vérité est ailleurs. Alors, qu'est-ce que l'interactivité... Ah pardon, ce slide-là, j'aurais dû le squeezer. Bon, petit mot sur le digital, nous on n'utilise pas ce mot-là, on préfère pas l'utiliser, pour nous c'est une mauvaise traduction, c'est un abus de langage marketing, et c'est un terme des années 80. Donc on va utiliser le mot interactivité et surtout numérique. Notre cher ami Wikipédia nous dit que l'interactivité est une activité nécessitant la coopération de plusieurs êtres au système naturel ou artificiel qui agissent en ajustant leur comportement. C'est un peu difficile. En gros, nous, on fait quoi? On facilite l'interaction entre les acteurs, qu'ils soient numériques, humains. Interface homme-machine. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a un résumé assez bref. On est designer industriel. J'ai un diplôme de designer industriel, option interactivité. En gros, je fais exactement la même chose qu'un designer produit que vous connaissez bien. Mais moi, ma matière, c'est le numérique. Donc on va s'attacher à des piliers du design comme l'esthétique, le beau, le joli. La pratique, donc l'usage, toujours la réflexion centrée utilisateur, la praticité. Et le process, comment on utilise tout ça, comment on va le fabriquer. En gros, je fais des tabourets en HTML. Ouais. Alors, vous, sur un besoin de projet numérique, vous êtes mon client, vous êtes celui qui a envie, celui qui a un besoin. Moi, je suis celui qui va vous dire exactement si oui, c'est possible dans le domaine du numérique. Si oui, c'est cool, mais on va le faire autrement, parce qu'en gros, votre idée, elle est bonne, il n'y a pas de souci, mais par contre, elle ne peut pas être réalisée comme vous l'avez pensé. Et surtout, je veux aussi être là pour vous dire, bon, ok, l'idée n'est pas bonne, il faut plus qu'on se ressente là sur autre chose et on va le faire autrement. Ça, c'est le travail du designer. Qu'est-ce que je vais produire? Je vais vous faire mes recommandations techniques et le budget dans un premier temps, vous dire oui, c'est possible, dans quels termes. Je vais gérer la production, c'est moi qui vais faire en gros le tampon avec les équipes de production, de développement et aussi avec l'équipe de marketing pour les attendre et ainsi de suite. Donc je suis en gros au centre des sujets.
Voilà à peu près pour le designer interactif. Alors, au niveau de nos expériences avec les agences de communication et autres agences, et même clients en direct, donc là on a appelé cette partie étoile chef de projet, stéréotypes et généralités. En gros, nous, on a une notion du spectateur qui est un peu différente de celle qu'on connaît, puisqu'un spectateur, finalement, c'est quelqu'un de passif qui regarde un peu l'action, c'est un témoin oculaire. Nous, on utilise un terme, donc inactif, guerre, témoin et passif. On utilise un terme un peu différent que j'ai emprunté à un maître de conférence qui s'appelle Jean-Louis Weisberg, enfin bref, quelqu'un qui est à l'université Paris 8, qui est très bon. Je vous conseille de lire ses travaux sur l'interactivité. On utilise le terme de spect-acteur. Donc c'est quelqu'un qui va agir tout simplement sur la narration de l'histoire. C'est ce livre dont je suis le héros, donc, qui contribue à l'écriture de l'événement et qui intervient sur la narration. Alors, notre chef de projet, considérant ce cher spectateur, notre cher Kevin, on a un terme chez nous, chez Bac à Sable, qui est maintenant bien connu de nos équipes, c'est la licorne à paillettes. En gros, c'est ce fameux projet qui tombe sur notre table de production, qui est quasiment impossible, qui est pratiquement même impossible, tout simplement parce qu'il a été mal pensé. Alors là, on ne critique pas le fait que le chef de projet fait mal son travail, il le fait très bien son travail, il connaît parfaitement son client, et il connaît parfaitement ce qu'il faut lui répondre. Le problème, c'est qu'il a une mauvaise maîtrise des chaînes de production numériques, donc il ne sait pas comment concevoir les projets. Ou alors, il le sait peu, et malheureusement, à cause de certains stéréotypes. Donc en gros, moi, la plupart du temps, j'ai ce projet-là qui tombe sur ma table, c'est je veux un hologramme en vidéoprojection pendant la journée avec une commande vocale sous l'eau. Ok. Pour l'événement le plus important de l'année de la marque qui est dans une semaine, et en respectant l'enveloppe budgétaire qui est égale à 0,1% du budget de communication, évidemment. Alors pourquoi il nous fait tout ça? Parce que j'ai déjà vu quelque part un truc à peu près similaire, et je ne sais pas exactement comment le faire. Moi, la production, donc en une semaine, bah oui, moi la production, je ne sais pas trop faire, mais ça ne doit pas être sorcier, finalement, c'est du numérique, c'est un peu du vent. Et puis finalement, aujourd'hui, on peut avoir une bonne application pour 1,99 € sur les stores, donc je ne vois pas pourquoi je payerais 5 000 € pour avoir une application. Et puis je ne vois pas pourquoi vous me faites 3 devis, c'est bizarre ça. Alors, ensuite, premier conseil, on fait valider ses concepts. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger, en gros, on se fait accompagner d'experts. On valide en amont avec une équipe, par exemple chez nous, les concepts. Donc nous, on intervient généralement directement en amont sur la conceptualisation, sur le brief client, pour vous aider à matérialiser soit votre idée, donc comme je le disais, soit l'idée est bonne, et nous, on a juste à trouver comment on va faire tout ça, soit l'idée peut paraître bonne, mais en fait, c'est une mauvaise idée, parce que sur le papier, ça marche. Et en vrai, ça va impliquer énormément de mauvaises choses. Je peux citer comme exemple une interaction avec Facebook. C'est super l'interaction avec Facebook, sauf qu'en France, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de déconnecter un compte avec un robot. Le Facebook interdit les robots. Donc sur le papier, effectivement, faire un partage photo Facebook lors d'un marathon, c'est assez génial. Sauf que, comme on n'a pas le droit de déconnecter automatiquement les comptes, qu'est-ce qui se passe quand je prends une photo et que je suis partagé sur mon mur, que je rentre mon compte Facebook ? Et ça garde en mémoire mon compte, donc le suivant peut poster sur mon mur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf si on a prévu le bouton déconnexion. Mais tout le monde ne clique pas sur le bouton déconnexion. Donc bonne idée, mais mauvaise idée au final. Tout est possible, oui, mais alors le temps est une donnée incompressible. Moi, mes équipes de prod, elles peuvent pédaler plus vite, mais au bout d'un moment, une journée, ça fait que 24 heures. Donc il faut toujours prendre en considération le temps de développement. C'est eux qui maîtrisent la chaîne, ce sont les développeurs qui vont finir l'idée, qui vont vraiment réaliser le projet. J'aime pas dire ça, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Ne négligez jamais le coût final. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, c'est un peu bête comme phrase, c'est donnez-vous les moyens de vos ambitions. Mais bon, un projet numérique, on va le voir, il y a une contrainte. Vous avez bossé dans le numérique. Alors, il y a plein de choses qui sont tombées, pas dans le domaine public, mais qui coûte de moins en moins cher. Aujourd'hui, une tablette coûte de moins en moins cher, mais une tablette, ça coûte quand même 350 € minimum. Alors bien sûr, vous pouvez les louer, mais dès que votre événement dure plus d'une semaine, on va le voir, ça ne sert à rien de la louer. Voilà. Alors, en gros, comment voulez-vous votre projet? Sachant que gratuit n'est pas une option. Si vous voulez rapide et de bonne qualité, ça risque d'être cher. Si vous voulez rapide et pas cher, ça risque d'être laid. Si vous voulez pas cher et de bonne qualité, ça risque d'être lent. Et surtout, rapide, pas cher, de bonne qualité, c'est pas possible. Alors, les pieds sur terre.
on ne va pas se mentir, clairement, le budget dans un projet interactif, il est à prendre en compte. J'ai encore eu, pas plus tard que la semaine dernière, un client qui s'est excusé avant de me dire exactement ce qu'il voulait, mais il s'est excusé en me disant « j'ai un budget de 1 200 €. Bon, 1 200 €, ça fait à peu près 2 jours et demi, 3 jours de développement. Bon voilà, on ne peut pas rajouter de design, on peut rien rajouter, en gros on peut rien faire. Un écran, surtout que c'était pour une borne, je pense que même, voilà, même en faisant une borne tablette, j'en ai pour 500 € de pieds sécurisés, plus 350 € de tablette. Donc voilà, il ne me reste plus grand chose sur le budget. Donc en gros, les réalités, elles sont là. Donc le brief client, budget client. Voilà. Et brief client, budget client. Alors pourquoi? Encore une fois, on en revient sur le matériel. Moi, je peux créer énormément de choses, mais il faut bien des choses pour le diffuser. Alors oui, on peut faire des projets pas si chers que ça. Oui, c'est important aussi de sortir de l'écran, de faire de l'interaction qui est autre chose. Mais bon, pour le moment, nous, sur les grosses demandes, on va dire qu'à 70% de nos demandes événementielles, il y a de l'écran. Donc, la réalité, c'est qu'une tablette, c'est entre 300 et 800 €. Un écran LED, c'est entre 700 et 2000 €. Surtout que vous voulez tout le temps des gros écrans. Vidéoprojecteur, ça peut coûter pas trop cher, mais dès qu'on veut projeter dans la journée, on s'envole sur le nombre de lumens, donc on s'envole sur les prix. Les objets connectés, ça dépend si on les fabrique. Si vous êtes sur des petites productions, on peut les faire en... Alors, ce qui est bizarre, c'est que si c'est fait main et en petite production, ça coûte 2 fois plus cher qu'en grande série. Donc c'est pas bizarre, mais en gros, parfois, on peut inverser la tendance, c'est que si vous en voulez que 2-3, on peut les fabriquer chez nous. Et enfin, une table tactile aujourd'hui, bon, c'est plus 3,5, c'est plus 2,5 sur de l'infrarouge, mais ça peut aller très haut, on le verra tout à l'heure. Ça dépend de ce que fait la table. Donc déjà, il y a une réalité de matériel. Donc il faut faire attention au matériel. Alors, nous, à force d'être confrontés aux événements, on a fait ce schéma, et c'est une règle chez nous, c'est très important, entre fiabilité de la technologie et durée de l'événement. C'est-à-dire que si on a un événement qui dure entre 0, on voit pas bien, entre 0 et 3 jours, on peut considérer l'instabilité tolérée. C'est quoi? Ça veut dire que sur 0 ou 3 jours, moi j'ai une équipe qui peut se déplacer, qui peut veiller au grain et qui peut être là pour débugger le système en 2 secondes. Donc là, on peut aller un peu loin, on peut aller sur des technos qui ne sont pas encore bien éprouvés, qui peuvent nous lâcher quelquefois. Bon, sachant que toujours sur un événement, la compète, c'est le moins d'écran bleu. Le moins d'écran Windows et le moins de redémarrage. Mais bon, sur 0 à 3 jours, on peut tolérer ça. Vous passez 3 jours, vous êtes sur du plug and play obligatoire. Voilà, le plug and play, c'est tout simple, c'est-à-dire que moi, je package le truc, il arrive, vous branchez, ça marche. Vous appuyez sur on et ça marche. Vous passez une semaine, c'est le norme matériel grand public. Au bout d'une semaine, vous allez avoir un matériel qui va commencer à être éprouvé, qui va... Puis si vous avez un événement qui dure une semaine, ça veut dire beaucoup de clics, d'interactions, et ainsi de suite. Donc votre matériel, il doit être fait pour. Et puis passer un mois, c'est les technologies éprouvées depuis longtemps, utilisées. C'est par exemple la réalité augmentée. La réalité augmentée, ça fait 10 ans maintenant que Dassault faisait ou 7 ans, qui faisait des boîtes de Kellogg's avec de la réalité augmentée dessus. C'est de la RFID. La RFID, c'est maintenant bien éprouvé. Et maintenant, c'est le tactile. Il ne faut plus avoir peur de la table tactile. Il y a des très bonnes technologies. Alors, il faut savoir l'utiliser. On va le voir tout à l'heure. La table tactile, maintenant, sur du capacitive projeté, donc la technologie de vos portables, on n'a plus trop peur de la lumière, on n'a plus trop peur du syndrome de la manche. On le verra tout à l'heure. Donc, voilà pour le temps d'un projet. Ah oui, chose importante, considérant aussi le matériel et la techno, c'est qu'au bout d'un moment, ça coûte trop cher de louer le matériel. Il faut acheter. Et là, on a un souci. Et là, c'est le souci de pas mal de mes clients. C'est-à-dire qu'ils ont un complexe sur le fait que, bah oui, c'est bien d'acheter le matériel pour un événement d'une semaine. Et moi, je le stocke où après? Sa marque, elle ne peut pas le stocker. Lui, il ne peut pas le stocker. Et moi, je ne vais pas le stocker non plus. Donc, en fait, on a un réel problème de coût. Et donc, on part en location. Et là, ça coûte très cher. Parce qu'au bout de 2 semaines de loc, on est un peu dégoûté d'avoir payé à peu près 2 fois le prix. Alors, une réalité pas si virtuelle, on va passer au cas concret. Donc moi, je veux faire de la Kinect. Par exemple, vous voulez faire une animation AirTouch avec de la captation sur corps et ainsi de suite. Alors, il faut savoir pas mal de choses. Donc déjà que ça, c'est une Kinect 1 et qu'il faudrait passer à la Kinect 2. Pas de lumière directe. Donc ça, on a eu le cas, on le verra là tout de suite sur un de nos cas vitrine. Pas de lumière directe parce que la Kinect, c'est de l'infrarouge, c'est de la caméra. Donc quand le rayon de soleil tape en plein dans la vitrine pendant 1 heure, le temps qu'il se décale, et ben la vitrine, elle ne marche pas.
Vitrine extérieure, soleil tournant, ça on vient de le voir. La distance de captation. Alors, la distance de captation, c'est une vraie plaie. Parce que si vous voulez, vous allez pouvoir régler à peu près où va se trouver le nom de la personne, où va se trouver le squelette à détecter. Sauf que si vous faites trop, par exemple, vous êtes dans la rue, vous faites une distance de captation de 2,50 m, vous êtes à peu près sûr qu'il y a des gens qui vont passer au milieu. Si vous faites une captation trop près, vous allez être collé à votre vitrine. Déjà, on va avoir une mauvaise captation parce que trop près, c'est pas très très bon. Et puis ensuite, ça veut dire que la lecture à l'intérieur de la vitrine, elle va être compliquée. Donc gérer ça, gestuelle large public. Alors, ça c'est le gros problème de la Kinect. Alors un peu moins sur la Kinect 2 parce que effectivement la captation est un peu plus précise. C'est-à-dire que pour faire des gestes, il faut capter, il faut envoyer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des gens qui comprennent le truc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Ouais, ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut faire ça. Donc, à un moment, il faut apprendre les gens à naviguer, et ça, c'est pas possible non plus. Sur de l'événementiel, en grand public, et notamment quand on n'a pas l'équipe à côté, il ne faut pas que le public apprenne à naviguer. Il faut que ça soit intuitif et que ça soit appris en 2 secondes. On va voir sur une table tactile, vous avez à peu près 3 secondes pour convaincre. La personne, elle pose sa grosse patte, si ça ne fait rien, elle s'en va. Et en plus, il faut que ça réagisse à la grosse patte et pas au doigt. Nombre de silhouettes détectées versus nombre de silhouettes exploitables. Ça, on a eu le cas sur un client. Le client, donc c'était dans un appartement, un bel appartement sur les Champs-Élysées. Il nous avait dit pas de souci, on s'occupe de la scéno, on met les garde-corps, on met les empreintes au sol, personne ne pourra passer devant. Derrière, c'est un mur blanc, tout va bien. Sauf que, victime de son succès, il change le lieu, il change la configuration, se disant c'est pas grave, de toute façon ça a marché. Et bien, manque de bol, il n'y a plus la scéno, il n'y a plus les garde-corps, donc il y a des gens qui passent. Et surtout, il installe, parce qu'il a vu que ça marchait, que c'était super cool, il installe le truc au milieu de la pièce. Donc du coup, j'ai 1 milliard de personnes qui tournent autour de moi et qui parasitent mon truc. Et ça, c'est très embêtant. Donc bien écouter les recommandations. Bon, pour qu'on s'y prépare à l'avance, parce que ça, on aurait été préparé à l'avance, on aurait pu le pallier. Incitation à la participation. Alors ça, c'est important, que ce soit sur une table tactile, sur un événement Kinect, sur un écran. Il ne faut jamais louper l'écran qui dit, quoi faire, si c'est compliqué. Alors, vaut mieux pas, soit c'est des pictos, soit des trucs. Et ensuite, l'écran qui puisse dire, viens jouer avec moi. Alors, petit cas, ça, c'est une vitrine qu'on a réalisée avec le Milk, donc le skate shop qui est juste à côté de Guéret Lafayette. Donc ça, c'était un petit test. Super exemple d'un truc ultra simple. Là, on a quoi? On a un tournage vidéo. On a un tournage vidéo avec un skater, en fait, et on dirige, on capte la timeline avec la position de la personne. Donc, en gros, juste en faisant ça, je contrôle la vidéo. Sauf que la vidéo, elle est tournée comme si, en fait, je contrôlais le skater. Donc, c'est quoi? C'est un contrôleur vidéo, un écran, une Kinect, et c'est un petit soft qui va bouger le truc. Et ça rend super bien. Et ça, on peut le refaire avec plein d'autres choses. Donc, par exemple, c'était DC Shoes qui l'avait fait avec un super tournage en 3D qui permettait de contrôler le saut d'une personne et ça lui explosait ses habits. C'était assez rigolo. Et en fait, du coup, on s'apercevait, alors que c'était juste ça qui était capté, et on s'apercevait que tous les gens dans la rue faisaient le même mouvement, alors qu'il n'y avait pas besoin, quoi. Donc voilà, ça, c'est un truc ultra simple à mettre en place et qui est assez sympa en rendu. Ça, c'est une captation sur... alors ça, c'est une vitrine vêtements. Alors, vitrine vêtements, ça c'est quelque chose, pour l'instant, j'y crois pas beaucoup. On nous avait demandé de faire un truc... BO, c'était pour un catalogue tout simple. Passer le catalogue en revue. Pour m'arrêter François Girbeau, au début, c'était oui, cabine de CH virtuelle. Donc ok, scan, on a eu la même chose pour des chapeaux au Grand Prix de Diane. Donc le but du jeu, c'était de scanner les vêtements en 3D. D'ailleurs, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'un vêtement en 3D, déjà, ça rend pas le vêtement, c'est pas beau. Ensuite, ça coûte une fortune de faire de la 3D un peu réaliste. Et surtout, quand vous essayez des vêtements par-dessus des vêtements, qu'est-ce qui se passe? Ça rend pas. Quand vous essayez une jupe et que vous êtes en jean, ça rend pas. Donc nous, on a décidé de faire un truc qu'on fait assez souvent. Ça s'appelle le quick and dirty. Donc on fait un truc simple, on envoie très vite. Donc là on a pris des mannequins, on a fait les PNG sur des mannequins, on a shooté les mannequins, on traque la taille du menton et la taille des épaules de la personne, on adapte les PNG à la personne et on fait à peu près un truc
qui pourrait s'apparenter à mettre sa tête dans un trou et être quelqu'un d'autre. Et en fait, en 2 secondes, on essaye les vêtements vite fait, et puis voilà. Et ça a super bien marché parce que encore une fois, c'était pas compliqué. Et ça se voulait pas compliqué. Donc ça, c'est un catalogue. Donc voilà, on peut utiliser gauche-droite, gauche-droite. On peut faire plein d'autres choses avec le Kinect. Alors, ce qui nous intéresse un peu plus, moi, c'est les événements tactiles. Comme ça, on en fait de plus en plus, parce que comme je vous le dis, la technologie, elle est vraiment bien éprouvée. Moi, je me rappelle, il y a 6 ans maintenant, quand on faisait des tables tactiles on avait fait des tables tactiles en Arabie Saoudite. C'était des livres interactifs, c'était un vrai bordel, parce que, en gros, tout ce qui était captation infrarouge, ça marchait, mais pas trop, on va dire. Ça faisait toujours des bugs de captation dès qu'il y avait une manche qui passait. Alors ça, pour le salon professionnel, ça s'appelle le syndrome de la manche de costume. Si vous avez une table en captation infrarouge, ça fait un point. Et ça, c'est un problème. Nous, on a identifié ça. C'est pour ça qu'on prend presque plus, dès qu'on peut, de table en infrarouge, parce que la personne, elle arrive, et puis elle fait « ça marche pas ». Non, parce qu'elle a fait un point ici et qu'elle n'y arrive pas. Donc voilà. Alors, il faut savoir que les tables, ça coûte de moins en moins cher. Avant, une table, justement, infrarouge, ça coûtait entre 5 et 10 000 euros. Maintenant, on en a pour 2 500, sans souci. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il faut toujours regarder à peu près le nombre de points. Aujourd'hui, l'infrarouge, pourquoi c'est un gros souci? Parce que votre événement, si vous contrôlez la lumière, on va le voir sur un projet tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Hein, vous contrôlez la lumière, donc vous faites attention à ne pas la positionner sous une lampe, pas la positionner près de la fenêtre, parce que s'il y a un rayon, et ben, paf, ça va taper dans... Le principe de la captation infrarouge, c'est une barre de LED, voilà, qui envoie des quadrillages. Et puis dès que vous tapez sur une intersection, ça fait votre coordonnée X et Y. Bon ben voilà. Si vous avez un rayon de soleil qui tape dessus, pouf, c'est réglé. Donc il y a d'autres technologies. Nous, on utilise le capacitif projeté. La table qu'elle a, c'est capacitif projeté. Le capacitif projeté, c'est ce que vous utilisez sur le téléphone. Donc c'est de l'induction, c'est la transmission électrique entre votre doigt et un film. Il y en a des biens, il y en a des moins bien, ça c'est sûr. Les mieux coûtent très très cher encore. En fait, là, par exemple, celle-là, c'est un film, ce qu'on appelle le film Plax, qui est mis par-dessus la vitre, parce qu'en fait, une table tactile, c'est quoi? C'est un écran avec un ordinateur, et par-dessus, on vient mettre un périphérique. En fait, c'est une souris qu'on plaque par-dessus, qui vous permet de localiser votre doigt. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, une table tactile. C'est un écran et un ordinateur avec un périphérique. Donc là, celle qui est là, par exemple, c'est un film qui permet 40 points de touche. Alors, c'est très appréciable, 40 points de touche, on va voir pour le multi-utilisateur, multi-touch. Plus vous avez de points de touche, plus votre expérience va être fluide. Alors, on va parler de la surface aussi, qui n'est pas du tout une amie. La surface, c'est vrai qu'elle a une expérience tactile assez impressionnante, parce qu'elle est extrêmement précise. Par contre, c'est une plaie, mais encore plus que les autres tables, sur la lumière. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le noir, clairement, elle ne marche pas, en gros. Et en plus, elle coûte très cher, puisque aujourd'hui, une table, pour vous dire, une table comme on a là, ça coûte entre 6 et 7 000 euros, et c'est du capacitif. Alors qu'une table surface, je crois qu'elle a 7005, la Surface 2. Voilà. Donc voilà. Donc pour les contraintes au niveau de la table tactile, c'est clairement quelles sont les conditions lumineuses, est-ce que je maîtrise ou pas. Si je ne maîtrise pas, eh ben, va falloir pallier avec la technologie. Là, c'est un nombre de manches de costume, on a vu. 3 secondes pour convaincre. Alors, une table tactile, ça c'est au niveau de l'interface et au niveau de l'expérience utilisateur. On a trop vu des tables en fait, qui ne sont pas réactives. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle va arriver. Alors, on parlait du multi-utilisateur. Sur un salon, c'est super important, multi-touch, multi-utilisateur. Pourquoi? Parce que ce qui est dommage avec une table tactile, c'est que votre expérience, elle est toute seule. Voilà, je suis devant ma table. Aujourd'hui, on ne fait pas encore de tables tactiles qui sont gigantesques. Alors, on fait des wall touch et ainsi de suite. Mais vous avez une table tactile comme celle-là, la 42 pouces devant. Je suis dans un centre commercial ou je suis dans un aéroport devant un plan connecté, enfin un plan 3D. La personne est devant, je ne peux pas l'utiliser. Moi qui suis derrière, il faut que j'attende mon tour. Donc, utilisation personnelle. C'est un peu embêtant. Imaginez-vous sur un salon professionnel où il y a une interface tactile avec différentes infos contenues. Donc il y a une personne sur un côté qui joue avec, et puis qui est drivé par une personne de votre boîte et qui lui explique ça. La personne, elle passe, et ben, elle va faire quoi? Elle va faire ça. Parce que maintenant, c'est rigolo, dès qu'on voit un écran, on a envie de le toucher. Ce qui est rigolo, parce que tous ne sont pas tactiles.
Si ça réagit pas, si ça réagit, vous avez capté la personne. Si ça réagit pas, vous l'avez pas capté. Alors déjà, il faut se dire que la technologie, elle doit être bonne, ça doit être une bonne table qui doit bien réagir, mais ensuite, c'est l'interface. C'est-à-dire que dès que je pose le doigt, il se passe quoi? Quel contenu j'affiche? Comment j'attire? Donc vous avez nous, on dit que vous avez 3 secondes pour convaincre. Autre chose, toujours prendre en considération, dans le développement et dans la conception de l'interface, le multitouch, c'est-à-dire que la personne, elle n'a pas, encore une fois, vous ne devez pas, et ça c'est une grosse erreur, on ne doit pas apprendre à naviguer à l'utilisateur. Donc en gros, s'il met son doigt, ça marche, s'il met ses 3 doigts, ça marche, s'il met sa paume, ça marche. Voilà. Et ça, c'est très simple à faire, il suffit de prendre en compte ça dans le code. Donc multitouch et pas dual touch. Alors, ou encore une fois, il faut qu'il y ait quelque chose sur votre stand ou sur votre table qui indique que bah là, c'est avec 2 doigts et que là, c'est avec 3 doigts et ainsi de suite. Tout n'est pas encore rentré dans les normes à ce niveau-là. Donc, normes grand public, c'est pareil, matériel. Par exemple, là, nous, on a une table qui est étanche. Renversez votre verre de vin, il n'y a pas de souci dessus. Quand la table n'est pas étanche et que vous êtes sur un apéritif ou un truc comme ça, il peut y avoir des catastrophes. Et ça, c'est quand même un gros problème. Pareil pour les normes publiques, c'est-à-dire que votre table, elle doit faire un certain poids. Nous, on a eu le problème une fois sur la surface. C'est pour ça qu'on ne l'utilisera plus jamais. C'est-à-dire que les pieds, c'est du toc, quoi. Donc, dès que la personne s'appuie, parce que c'est dingue, hein, mais tout le monde s'appuie sur une table, tout le monde pose son verre sur une table. Qu'importe s'il y a un écran et que ça coûte une fortune. Hein. Vous foutez une table tactile en plein milieu d'un événement, tout le monde s'appuie dessus, tout le monde pose son sac dessus et tout le monde met son verre de vin dessus. Donc, prévoyez le truc. C'est un gros dans la grosse papate, c'est quoi ça? Gestuelle tactile commune. Alors oui, c'est pareil. Ça, on a eu le cas sur une marque de voiture que je ne citerai pas. En gros, ils voulaient des trucs super techno. Donc on a dit oui, mais enfin, on ne va pas comprendre. Ils voulaient fermer les fenêtres comme ça. Et ah oui, ouvrir les vidéos comme ça. Le truc de lecture, en fait, ils voulaient un slide. Donc ouais, on l'a fait parce que ils insistaient sur le brief. Sauf que on les avait prévenus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand c'est la personne qui parle et qui fait la démonstration, ça marche super bien. Mais dès que les gens veulent l'utiliser, en fait, on n'a jamais vu les lectures de la vidéo comme ça, on n'a jamais fermé les fenêtres comme ça. Alors si, de plus en plus avec Windows, on ouvre les fenêtres comme ça. Donc gestuelle, tactile, commune, taille et poids. Prendre en considération, le bébé qui est là, c'est une vraie plaie à bouger, parce qu'il pèse 60 kg. Et sur certains événements, ça pose problème, notamment dans les monts de charge, enfin pas dans les monts de charge, mais justement pour prévoir la charge. Et le nettoyage, alors ça c'est génial, c'est qu'une table tactile sur un salon, on la nettoie. Parce qu'au bout d'un moment, c'est dégueulasse. Tout le monde a les doigts gras, et votre table, elle marche plus beaucoup. Bon, ça, c'est des exemples. Alors, ce qui se fait le plus sur des tables tactiles, c'est les portfolios. C'est pareil, des exemples tout simples. C'est-à-dire qu'on met du contenu, on trouve une manière sympa de naviguer, un petit menu, et puis en avant Guingamp. La table au-dessus, ce qui était sympa, on l'a couplé. Alors, pareil, c'est un ordinateur avec un périphérique. Donc, ça veut dire qu'on peut faire plein de choses avec une table tactile. Là-haut, on l'a couplé avec des objets connectés. C'est-à-dire que dès que le bon projet est sélectionné sur la table, eh bien, les stèles avec le projet s'illuminent. On va le voir tout à l'heure. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple d'une table avec très peu de points de touche. Donc là, on était en phase de calibration. Vous voyez bien le temps de réaction de la table. Ce qui n'est pas cool. Donc là, il explique la gestuelle. Les objets connectés, est-ce qu'on va les voir? Non, je ne suis pas responsable du graphisme de la table en bas. Je suis responsable du développement. Allez. Voilà. Donc là, il est en train de naviguer, et dès qu'il touche le bon projet, pouf. Et c'est quoi? En fait, c'est tout simplement un autre périphérique que j'ai branché à l'ordinateur. Voilà. Donc considérez la table vraiment d'une manière simple. Ça, c'est un autre client. Alors, d'où l'importance du multitouch. Là, c'est une table qu'on a vendue. Bon, là, il y a le logo du client. En gros, c'était pour la Formula I à Shanghai. Shanghai. Et là, c'était trop cool parce qu'ils nous ont dit oui, ça va être une énorme table tactile. On va en Chine. Ils ont du super matos. On va en Chine, ça va être gigantesque, ça va être couplé sur plein d'écrans. Donc, préparez le soft pour que vraiment on puisse y aller à 2-3. OK, pas de souci. Combien de points de touche? Faites la reco technique. OK, on veut 40 points de touche. Comme ça, on peut être 4
4 de chaque côté, 4 à 10 doigts, et on s'en fout, ça va marcher. Donc ça, c'était génial. Donc là, c'était un gros défi de développement pour manipuler quelque chose de simple, parce que l'interface, elle est simple, c'est une timeline. Vous naviguez dans les dates comme ça, vous ouvrez la date, et hop, là, il y a plein de contenus qui vous sautent dessus, et puis vous pouvez vous le lancer, vous le partager, ainsi de suite. Donc on l'a fait, on y est arrivé, elle marche super bien en multi-utilisateur. Par contre, voilà, en fait, finalement, ils avaient effectivement une très grosse table tactile, mais dual touch, 2 points de touche. Donc, on n'a pas pu faire grand-chose. Et là, le client s'est un peu retourné en disant « mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez oublié les points de touche, vous avez oublié une data dans la reco technique. Il faut faire toujours attention à l'expérience utilisateur au niveau du multitouch. » Là, c'était pour un de nos clients. Alors, je ne reviens pas sur l'interface, je reviens sur l'accompagnement au niveau de la technologie de la table. Là, au début, on devait faire de la reconnaissance d'objets. Donc, c'est une interface qui donne l'électricité, comment marche aujourd'hui l'électricité en France et comment ça marchera demain. Le but du jeu, c'était de configurer, moi, je mets des éoliennes, moi, je fais ici, donc l'interaction avec des objets. La surface le faisait en natif pour pas trop cher. Donc, on pouvait faire un beau petit truc pour ce projet-là. Le problème, c'est que, alors, on avait conseillé la surface en disant attention, attention. Nous, on n'aime pas cette table-là, mais par contre, elle fait la reconnaissance d'objets en natif, donc ça va être assez cool. Mais par contre, on vous demande de maîtriser le parc lumineux. Donc, on fout ça dans l'entrée du siège, et puis on maîtrise la lumière. Le truc, c'est que c'était un bon problème, le projet a vraiment plu, et donc du coup, il a fallu aller le transporter de ville en ville ou autre part. Et là, on ne maîtrisait plus le parc lumineux. Donc, c'était un souci. Donc, on est allé jusqu'au Danemark chercher les pièces qui permettaient et de faire de la reconnaissance d'objets et de faire du tactile. On est allé assembler tout ça chez un partenaire à Bordeaux et on a une table qui coûte 3 fois le prix initial, mais par contre qui a l'énorme événementiel. Pareil, vous pouvez renverser quelque chose dessus. C'est un mastodonte. Alors par contre, le problème du mastodonte, c'est qu'il a un système de refroidissement qui fait un peu de bruit. Mais elle marche nickel. Alors, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est un passage obligé. Maintenant, on peut faire tout et surtout n'importe quoi. Ce qu'il faut surtout adapter, c'est le discours. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et il y a différentes choses. Il y a des actions fortes et des actions où vous pouvez vous dire « moi, je m'en fiche des autres. Je m'en fiche, clairement, je vais être le meilleur. » Donc, comme je veux être le meilleur, je suis obligé d'écraser, parce qu'il faut qu'on me parle de moi, parce qu'il faut qu'on me retweet, parce qu'il faut qu'on me partage, parce qu'il faut qu'on me like. Et donc voilà, tac, tac, tac. Option mastodonte, on écrase tout le monde. Mais ce n'est pas forcément le discours. Alors, il y a aussi une chose très bien, et on va le voir sur un autre projet, c'est qu'on peut aussi faire de la qualité. Le problème de la qualité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle ne prime pas sur... Vous n'allez pas finir premier avec par exemple, un retweet. Vous n'allez pas finir trending topics avec un retweet. Pourtant, vous avez dit quelque chose de super intéressant et tout le monde l'ajoute à ses favoris et tout le monde le retweet et ainsi de suite. Quel but quantité versus qualité, c'est ce qu'on a vu. Est-ce que l'API l'autorise? Alors là, c'est ce qu'on a vu, avec Facebook, mais il y a plein d'autres exemples. C'est-à-dire que nous, on a plein de trucs en disant oui, je veux le partage photo, vidéo, le truc réalité augmentée, enfin, un bardage de trucs, et puis tout ça est partagé, et puis ainsi de suite. Mais tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Je ne peux pas avoir une vidéo HD de 1 minute 50 sur Instagram. Non, désolé, moi je ne peux pas faire des miracles au bout d'un moment. Ouais, est-ce que la France l'autorise? Donc les lois en vigueur, attention, sur les données personnelles, la France regarde ce que vous faites. Donc on a eu quelques cas de clients que je ne citerai pas, qui ont voulu faire du marketing intensif et de la récupération de data un peu vénère. On ne peut pas, la commercialisation des bases, derrière, il faut faire très attention. Oui, et surtout sur lequel? Choisissez bien votre réseau social. Sur quel... Hein? D'accord, j'arrête. Bon, sur quel réseau social? En gros, on a fait un petit Mario Kart en bateau, celui qui allait le plus vite pour la route du Rhum. Plus on tweetait, plus on avançait. Sur quelle tablette? Diffusion publique, faites... de toute façon, là, j'ai plus le temps. Hein. J'ai plus le temps. Bon, eh ben, écoutez, je vais refaire plus court cet après-midi. Merci de m'avoir écouté. Je suis vraiment désolé d'avoir été trop long.